Avertissement. Vous vous apprêtez à entendre un épisode qu'on a décidé de mettre en 2 parties puisqu'on était trop passionné par la télé-réalité pour faire ça en dessous d'1 heure. Donc voici la première partie et la deuxième suivra la semaine prochaine. Bonne écoute! Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Bienvenue à Discussion naïve! Bonsoir, salut. Vanessa, bienvenue. J'allais dire bienvenue, mais là, tu l'as déjà dit. Alors, merci. Bienvenue, Discussion naïve. Je te souhaite aussi la bienvenue. Alors, on se souhaite la bienvenue. Soyons les bienvenus et soyez, vous, où que vous soyez, les bienvenus autour de notre table pour discuter naïvement d'un autre sujet. On est déjà quand même, on a plusieurs épisodes derrière la cravate. Je ne sais pas si tu te rends compte comment le temps va vite. L'épisode 8 ce soir. Oui, et le temps va tellement vite, Vanessa. Je ne sais pas si tu es comme moi cette semaine, mais cette semaine, pour dire aux auditeurs, on a changé l'heure en fin de semaine dernière et je suis vraiment perturbé par ce changement d'heure-là. Je pense que c'est la première année de ma vie où j'ai vraiment un effet, je me sens très fatigué. On est revenu à un enregistrement du soir. Hein. On a été quelque temps dans l'après-midi et là, on est le soir. Et là, je suis tabarouette que ça me rentre dedans, le changement d'heure. Ce n'est pas facile. Mais moi aussi, en plus. Puis c'est vrai que dans les autres années, ça me rentrait pas tant dedans que ça. Mais là, je suis comme vraiment désorganisée. On dirait que je cherche l'heure qu'on m'a volée. J'en aurais besoin. Tous les jours de la semaine, j'en aurais eu besoin. Où est cette heure? Ça passe trop vite. Fait qu'on va quand même espérer que ça se passe bien pour le reste de l'émission, malgré nos 2 faces de cadavres. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est ça. Les gens ne nous voient pas, mais ça nous amène un peu plus de clarté. Il fait beau cette semaine. Les journées sont très, très chaudes. Des belles journées de printemps chaudes. Alors, c'est bien fun. On réussit quand même à regagner. On va regagner de la vitalité. Là. À un moment donné, on va avoir le soleil un peu d'en face, puis ça va nous faire du bien. Est-ce que tu dirais même que les journées rallongent, Christian? J'aurais tendance à dire que les journées rallongent, et ce, depuis le 21 décembre. Parce que je sais que c'est ton classique de François Pérusse. C'est mon classique. Le 21 décembre, j'essaie à tous les 21 décembre de mettre sur Facebook la tradition. Ah, on a déjà parlé ici des traditions, que c'était important. Alors ça, c'en est une des miennes. Les journées rallongent. Écoute, l'épisode qu'on est en train de faire est un épisode qu'on attendait depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on a envie de parler de télé. Et là, en jasant, on s'est rendu compte même qu'on allait non seulement parler de télé, mais qu'on allait faire un petit spécial télé-réalité aujourd'hui. Télé-réalité, puis je suis assez énervé parce que j'avais tellement d'affaires à dire, j'ai eu de la misère à trouver plein de choses à dire, de me concire et de me circonscrire dans quelque chose qui a de l'allure. Fait que ça se peut que ce soit un peu décousu, mais là, j'avais le goût de dire plein de choses. On vous le dit d'avance, ça se peut que cet épisode-là dure 2 heures. On vous avertit, et non pas seulement parce qu'on aime parler de télé-réalité, mais c'est parce qu'on le fera pas juste tous les deux. Non, nous ne serons pas toutes les... Nous sommes pas juste tous les deux. On a une invitée ce soir, notre deuxième invitée, en fait, de notre série de podcasts. On y a pris goût. Hein? On y a pris goût. On aime vraiment le concept des invités. Et Vanessa, je vais te laisser la présenter, étant donné que c'est une amie à toi. C'est une grande amie à moi, même, je dirais, même ma meilleure amie. C'est la personne que vous allez peut-être reconnaître sa voix parce que vous l'entendez au début de chaque épisode de Discussion naïve. Mesdames et messieurs, Valérie Dionne. Allô, allô? Allô, Valérie! Allô? Elle rit déjà, c'est le fun! J'aime ça, un invité comme ça, moi. Mais c'est parce que là, on est crampé et content et heureux parce que Valérie puis moi, on se voit pas si souvent que ça parce que Valérie, elle habite à Sept-Îles. Oui. Fait que c'est quand même loin. Comble de l'ironie, l'année passée, en 2020, on s'était dit, hein, Vanessa, c'est l'année qu'on se voit, 2020. Hein? La route, là, c'est parfait. Et c'est ça, finalement, la pandémie est arrivée, donc on s'est pas vu. Quoi? Il y a une pandémie? Oui. Ben voyons donc. Et puis juste avant la pandémie, en plus, on s'était vu parce que j'étais allée te voir à Sept-Îles. Une semaine avant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai manqué ton anniversaire. Et voilà, ma fête surprise de 50 ans, le 6 mars dernier. Une semaine avant le confinement. Valérie, je te pardonne. Mais c'est parce qu'on s'était inscrit dans un tournoi d'impro. Fait que je pouvais pas juste choquer. Là. On était, Valérie, Rémi et moi, dans
une équipe d'impro à 3, puis là, je pouvais pas les abandonner. Mais ça m'a brisé le cœur d'aller à ta fête. Chaque fois que tu en parles, mon cœur saigne. Mais et bon. En plus, cette équipe-là avait un lien avec la télé parce qu'on s'appelait le National. Oh. En l'honneur de Lancer Compte, on s'était même fait des chandails maison du National et notre tourne d'entrée, c'était Go, go, go! C'est bon. J'ai vu des photos j'ai vu passer des photos de ça, me semble, quelque part. Alors, Valérie, c'est ça. Ça fait longtemps que je la connais parce que on a fait de la radio ensemble. On a fait un peu nos débuts en radio ensemble. Bon, elle avait un peu plus d'expérience que moi, puisqu'elle est plus âgée que moi, de peu d'années. Mais on a travaillé ensemble à Alma, à Planète Radio Alma. C'était, Val, c'était quoi, en 2010, je dirais? Oui, c'est exactement ça, en 2010. Ouais. Au tout début, parce que cette radio-là, avant, c'était une radio AM, et puis elle est devenue FM, et on a vécu ça, nous autres. On était là au tout début. On a vécu, en fait, la première journée là, de mise en onde de Planète 104.5, on était là. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, là, dans les années 2000, une radio qui ouvre. c'est quelque chose. Puis on était là pour vivre ça. Dans ma courte carrière d'animatrice radio, c'est quand même un fait d'arme. Et en plus, moi, j'avais été la dernière personne à parler au AM. J'avais travaillé, moi, au AM. Je faisais des avis de décès, Christian, avec une espèce de vieille cassette usée dont la trame de violon faisait pendant que je parlais des avis de décès. J'avais même une console avec une roulette pour ouvrir mon micro. C'était merveilleux. Donc, j'ai connu ça quand même dans ma courte carrière radiophonique. Et par la suite, on a retravaillé ensemble à nouveau à Sept-Îles. Moi, j'ai déménagé à Sept-Îles. J'ai été presque 3 ans là-bas. Je travaillais dans une station de radio. Et Valérie est venue me rejoindre, je pense, 4 mois après mon arrivée parce qu'il cherchait une animatrice. Oui, environ. Il cherchait une animatrice, puis moi, j'avais comme le goût de changer d'air un peu. Puis là, Vanessa m'a dit, là, on cherche une animatrice à Sept-Îles, viens-t'en. Fait que là, moi, j'ai appelé le boss à Sept-Îles, puis il m'a dit, viens-t'en. Fait que je me sens mieux. C'était sûrement à peu près ça, l'entrevue, connaissant Yvan, en plus. C'était sûrement ça. C'est ça, honnêtement, c'est ça. Est-ce que tu es originaire de cette île, de la Côte-Nord, ou tu es de la région ici? Écoute, tu vas rire, Christian, je suis originaire de Saint-Léon-Labrec, tout comme Vanessa. Comme moi. Oui. Du petit village de Labrec. Dieu, Saint-Léon-Labrec. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on ne s'était jamais vraiment parlé quand même avant de travailler à Alma. On savait on était qui, mais comme elle était un petit peu plus vieille que moi, on ne s'était jamais vraiment parlé. Et ça a été une espèce de coup de foudre d'amitié. Hein? On a vraiment eu du fun à travailler ensemble, à vivre ensemble aussi, parce qu'à cette île, on était colocs là, quand même. On pourrait t'en raconter des belles. Et c'est un coup de foudre qui dure, parce que depuis ce temps-là, nous sommes amis, mais on ne se lâche pas. Et voilà. Oh my God, Lynn, c'est le fun. Fait que là, si je comprends bien, Vanessa, toi, t'es une fille de Saint-Léon, t'es partie à Sept-Îles, t'as dit à Valérie, viens nous trouver à Sept-Îles, puis après, tu t'es poussée, puis elle reste toute seule à Sept-Îles. C'est ce que je comprends? Elle est loin d'être seule. Elle est loin d'être seule. Parce que sa famille est venue la rejoindre. Je ne suis pas toute seule à Sept-Îles, en vrai. Parce que moi, c'est ça, j'ai ma sœur qui est enseignante, qui s'appelle Josiane, qui écoutera probablement ce podcast. Et son chum Paul, qui est ambulancier, qui n'avait pas de travail au Saguenay, donc ont décidé de tenter leur chance sur la Côte-Nord et ça a fonctionné. Donc là, ils se sont établis sur la Côte-Nord et ma sœur a maintenant 2 enfants, donc je les ai proches de moi. Mes parents ont déménagé à Sept-Îles aussi quand ma sœur est tombée enceinte parce qu'elle voulait être proche des petits. Fait que là, on a Sabrina là, qui est à Sherbrooke, Sabrina Nicolas, Sabrina qui est mon autre sœur, que je salue aussi parce qu'elle est vraiment fan du podcast. Oui, mais oui, elle nous fait des commentaires des fois. Et puis merci Sabrina d'ailleurs. Quand je lui ai dit que j'allais participer, elle était vraiment contente. Vraiment. Mais là, en plus, ce qui est merveilleux, Val, c'est que tu es notre invitée pour l'émission sur la télé-réalité. Je veux dire, ça ne pouvait pas mieux tomber. Non, c'est ça. Parce que moi, la télé-réalité, j'en mange. J'adore ça, mais surtout comme toutes les affaires un peu quétaines. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, parlez-moi de la télé-réalité, de la vie sur Michel Richard, la vie de Claude Dubois, des gens pas ordinaires. Des classiques. Avec des bijoux. Et Mado Lamotte. J'étais là, je regardais ça. Tu sais, j'ai re-regardé l'autre fois Simple Life avec Paris Hilton et Nicole Richie. J'ai regardé ça passionnément.
Love Story, j'en ai binge-watché plusieurs. Ils sont disponibles sur YouTube, la gang. Donc, j'ai regardé ça récemment. Je suis comme tombée dans un vortex. Puis j'en parlais à tout le monde. Le monde était comme écœuré. C'était comme Valérie, on n'est plus en 2002. Là. Mais moi, je sais pas. Ça... C'est les effets les effets de la pandémie. On dirait que ça nous ramène à des valeurs profondes de base comme Love Story. Exact. C'est même pas en pandémie. J'ai même pas l'excuse que c'est en pandémie. Caroline. Moi, je te trouvais une excuse toute, là. Mais non. C'est malade. Mais tu sais, je pensais que j'étais fan de télé-réalité, mais clairement, Val, c'est plus que moi. Parce qu'elle-même, elle regarde, tu sais, encore et encore des mêmes saisons de télé-réalité qu'elle a déjà vues. Elle en mange. Et même, on s'en parle souvent aussi parce que on écoute toutes les deux Big Brother Célébrité, on va se le dire. Et on aime bien ça, se donner nos commentaires après les épisodes. Oui, et ça m'a fait passer par une montagne russe d'émotions, cette émission-là. La semaine où ils ont mis JF Rita en danger, j'ai été de mauvaise humeur toute la semaine. C'est vrai. Parce que c'était ton préféré? C'était mon préféré. Je trouvais ça pas juste. Bon. Fait que c'est comme vraiment intense. Là, c'est peut-être un peu la pandémie. Là, je peux peut-être me donner cette excuse-là. Effectivement. C'est vrai parce que là, je recommence à être occupée un petit peu plus, puis il y a des épisodes que j'écoute pas, là, où je les écoute toutes, mettons, le jeudi soir. Ou, en rafale. Je peux plus, là, toutes les écouter en direct. Je peux plus. Ouais. Moi, j'écoute souvent la semaine parce que la télé est ouverte à ce poste-là. Fait que je l'écoute un peu. J'écoute rarement le dimanche. Fait que je sais pas pourquoi. Parce que souvent, la télé est plus à Star Academy. Quand ma fille est là, elle écoute Star Academy. Fait que je l'écoute un peu moins, mais j'aime bien le concept. Moi, j'aime le concept aussi de Big Brother. Là. Je trouve ça... de toute façon, je vais vous en parler un peu de mon concept préféré de télé-réalité, qui est quand même un peu dans le même... optique et idée que Big Brother. Oui, d'ailleurs, c'est ça, tu as raison. Et avec tout ça, avec notre invité et tout, on va encore jouer un peu avec notre concept, comme on a fait au dernier épisode. Toujours. On a chacun préparé une chronique sur une télé-réalité différente. Donc, Christian, toi, tu vas nous parler de... Moi, je vais vous parler de ma télé-réalité préférée, qui est Survivor. Et je vais vous parler de ça. Et un peu de l'histoire aussi de la télé-réalité, parce que j'ai fouillé un peu sur sortir un peu sa part d'où. Et c'est parti d'où et tout ça, la télé-réalité. Alors, j'ai un peu ça. Parfait. Mais surtout de Survivor. Moi, je vais parler de Star Academy parce que je suis vraiment une grande fan de Star Academy depuis le tout début. Donc, on va se rappeler de bons souvenirs d'anciens académiciens et aussi des nouveaux, hein, parce que tu sais bien que je l'écoute plus que religieusement. J'ai d'ailleurs reçu très tôt dans l'aventure mon badge Facebook fan inconditionnel de Star Academy. Je le porte fièrement. Et on a gardé le dessert pour la fin. Valérie, toi, de quoi tu vas nous parler? Oui. Écoute, je vais vous parler de RuPaul's Drag Race, qui est ma télé-réalité préférée de tous les temps. Je pense que j'ai regardé chaque saison 3 fois, et certaines plus que ça. Et il y a quasiment une vingtaine de saisons si on compte les All-Stars. Si on compte les All-Stars, Canada, UK, que je regarde aussi, et tous les dérivés, podcasts, émissions sur YouTube, On Talk, que vous pouvez trouver. Je regarde ça, c'est presque un mode de vie, en fait, pour moi. Mais je suis tellement contente que tu nous parles de ça parce que je le sais que c'est une grande passion de ta vie. Tu t'en caches pas. Puis c'est comme l'experte Drag Race. Des fois, moi, je réécoute des trucs où j'ai des questions. Je vais aller demander c'était quel épisode, telle affaire. C'est quoi qui est arrivé déjà entre ces deux queens-là? Puis c'est tout. Elle va tout me dire. Elle va tout me sortir. C'est bon, parce que moi, j'ai écouté quelques épisodes de Drag Race, mais je connais pas tout au complet. Fait que ça va m'instruire. Pas de là à avoir des favorites, là. C'est ça. Non, malheureusement. Je sais qu'il y a Rita Baga qui est allée au Canada, je pense, le Drag Race Canada. Ça, ma fille me dit ça. J'en ai vu quelques-unes, mais j'ai pas assez pour te dire, me rappeler des noms et des favoris. Eh bien, on pourra t'en désigner une dans la dernière chronique de l'émission. Mais tout d'abord, écoute, je te laisse te lancer avec ton sujet. On y va pour Survivor. Oui. Donc, on y va avec Survivor, mais un peu avant, parler de l'histoire un peu de la télé-réalité, parce que tant qu'à parler de télé-réalité, c'est le fun de savoir d'où ça vient un peu. Donc, c'est en 1973, aux États-Unis, sur PBS, qu'on a vu la première télé-réalité qui s'appelait An American Family. Alors, c'était plusieurs épisodes qui racontaient un peu la vie quotidienne des personnes, la vie d'une personne, mais dans son quotidien. Donc, on peut passer genre à notre pastiche Louis XIX,
film québécois qui était un peu sa vie quotidienne, bien ordinaire, mais dans son quotidien. Martin Drainville. Avec Martin Drainville. Peut-être qu'on en parlera un jour dans notre film québécois. Je sais que Vanessa, on va se faire ça un moment donné, les films québécois. Oui. Alors, c'est un concept qui s'est répandu après ça en Angleterre, en Australie, qui a vraiment amené le même genre. Puis c'est autour de 1996 que les chaînes de télé ont compris connaissance que ça pouvait être vraiment payant, ça, la télé-réalité pour eux autres. Et puis, avec une émission anglaise qui s'appelait Airport. Excuse mon anglais en Valérie, hein, des fois je me mêle dans mes canines. Donc, ça a permis de découvrir un agent de bar qui est devenu très célèbre, puis ça a permis à la chaîne télé de faire énormément d'argent. Et c'est à partir de là que les émissions sont passées du mode plus documentaire à un mode plus de divertissement. Et la première émission là, qui est proche des concepts qu'on connaît aujourd'hui, ça s'appelle The Real World, qui était le monde vrai, en fait, le vrai monde, qui nous présentait 7 personnes enfermées ensemble pendant 3 mois. Donc là, on commence à reconnaître le concept là, qui s'en vient. Donc, la révolution est arrivée aux Pays-Bas en 99 avec Big Brother, donc qui reprend un peu le même concept que Real World, mais qui ajoute des twists. Là, c'est le début des personnes filmées en temps réel tout le temps. Des candidats qui doivent s'éliminer entre eux. Donc, c'était le début de ça aussi. Et qui a eu le début de l'interactivité, donc de demander au public de voter sur les candidats préférés, etc. Donc, c'est vraiment arrivé là. Et qui a permis à la chaîne de télé de faire un maximum de dollars, parce qu'il y a aussi ça dans la télé-réalité. Et donc, le Real TV a vraiment été lancé avec ce concept-là de Big Brother, puis ça a été exporté. Big Brother a été exporté à travers le monde. On le voit, on l'a ici. Oui. Aux États-Unis, je ne sais pas trop combien il y a eu de saisons. Il y en a encore, je pense, Canada anglais, donc il y en a un peu partout. Et en 2001, on a eu l'arrivée en France de Love Story. Donc, Valérie nous en a parlé un peu tantôt. Voilà. De Love Story. Donc, 2001, Love Story. Simplement, il y a 2 concepts. Hein. Il y a la reality show, donc ça, c'est bâti plus autour d'un documentaire, plus des débats qui demandent des individus ordinaires, mais dans leur vie quotidienne. Exemple, une émission qui s'appelle Cops aux États-Unis, ou qu'on peut voir ici là, avec des émissions comme 911, où là, tu vois des policiers ou des ambulanciers qui font de leur vraie tournée le soir puis qui arrêtent aider ou arrêter des vrais mondes. Donc ça, c'est plus la reality show. Et la télé-réalité, qui là, sont plus des individus ordinaires qui vivent dans des situations artificielles plus ou moins ordinaires, genre Big Brother, Love Story et Star Academy. Mais aussi ce genre d'émission-là, où à l'époque, on pensait que c'était pas du tout scripté. Tu sais, là, on rentre un peu plus, peut-être pas nécessairement à l'affaire des policiers, mais mettons où on pensait qu'on suivait du vrai monde dans leur vraie vie. Là. Puis là, j'ai en tête plein de concepts de musique plus, comme Laguna Beach, que j'ai écouté sur Crave dernièrement, qui est une vieille série du début des années 2000 où on suivait des jeunes qui allaient à l'école secondaire. Puis tu sais, c'est tourné de manière à ce que tu penses que c'est vrai. Puis après ça, je suis allée lire un peu. Puis, tu sais, oui, il y avait une partie qui était vraie, mais il y a aussi de grandes parties qui étaient scriptées, où on demandait de répéter des phrases ou de refaire des chicanes encore et encore pour avoir la bonne take. Tu sais, fait que ce genre de télé-réalité, entre guillemets, là. Réalité arrangée un peu. Ouais. Mais là... C'est correct, parce qu'il faut quand même faire de la bonne télé. Ben, ça reste un show. Même une caméra chez nous, c'est pas super excitant. C'est pas grand-chose. Il faut quand même qu'il y ait des twists, qu'il y ait des trucs qui... Si la production intervient, moi, ça me dérange pas. Moi, c'est pas un effet de la télé-réalité qui me dérange. T'sais. Je sais qu'il y en a qui détestent ça parce qu'ils sont comme « c'est arrangé, puis c'est pas vrai. » Ouais, mais tu sais... Faut que ce soit bon. Ben, puis moi, ce que je sais pas avec les twists, moi j'adore ça, les twists, là, en passant aussi. Là, je trouve que c'est un must dans une télé-réalité. Mais ce que je sais jamais et que un jour peut-être j'apprendrai, c'est est-ce qu'elle est prévue à un moment précis d'avance? Exemple, quand ils font l'émission, ben, ils savent au début qu'il va y avoir tant d'épisodes, puis qu'à l'épisode 10, il va se passer ça, peu importe où est-ce qu'on est rendu ou tout ça, ou s'ils ajustent à mesure pour orienter un peu. Là, c'est ce bout-là que, en tout cas, qui demeure, moi, qui est flou, là. Mais moi, je pense... Dans ma tête, il me semble que c'est plus ça. Ils suivent l'histoire, puis ils sont comme un peu scripteurs de l'histoire, puis ils scriptent avec les participants.
Moi, dans ma tête, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi. Puis dans le cadre d'une télé-réalité à élimination, un peu comme Drag Race, par exemple, je pense que si tu as une queen qui est là, puis qui fait le show, puis que sans elle, il n'y a pas de drama, puis il n'y a pas de... Ben ça se peut que, cette semaine-là, il a décidé que finalement, il n'y a pas d'élimination, tu sais. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours ça qui arrive à m'amener la semaine où il n'y a pas d'élimination. Puis ça, c'est un concept à peu près vrai dans toute télé-réalité. Là, où à un moment donné, ça arrive. Cette semaine, on n'éliminera pas, puis dans 2 semaines, là, on va en éliminer 2. C'est ça. C'est ça, ou tu sais, disons, tu le sais clairement que cette personne-là ne gagnera pas. Fait que ça ne dit pas qu'ils se rendent quand même plus loin pour garder du drama, même s'ils savent qu'ils ne gagneront pas. C'est sûr que chaque personnage a son utilité. Ça devient des personnages quand même dans les réalités. Oui, puis chaque personnage est sélectionné parce qu'on oublie souvent que les gens sont sélectionnés en fonction de leur personnalité, en fonction de leur style, de leur habileté physique, intellectuelle ou peu importe dans quel type de télésérie, de télé-réalité on est. Là. Mais les gens sont sélectionnés et ils ne sont pas mis là pour rien, habituellement. Ben, il y a un casting, qu'on essaie de bien balancer aussi avec différentes personnalités. Ouais. Et si je nous ramène à Survivor, ma télé-réalité préférée, en fait, en 1992, que Charlie Parsons, qui a diffusé pour la première fois, c'est lui qui a comme inventé le concept là, qui a été diffusé en 97 sous le nom plus de Expédition Robinson. Mais c'est en 2000 que la première saison de Survivor Bornéo, qui s'est déroulée en Malaisie. Et donc, c'est vraiment la première saison qu'on a eue. Et si vous calculez le tout, en tout, il y a eu 40 saisons de Survivor. Je ne sais pas si c'est la plus longue, mais je pense que oui. Je pense que oui aussi. 40 ça fait depuis 2000. Au début, c'était diffusé une fois par année pendant l'été. Et après ça, rapidement, là, à la 2e ou la 3e saison, là, ils sont venus à faire 2 éditions par année, une à l'automne et une au printemps. Et c'est vraiment et ça a vraiment continué. Et d'ailleurs, avant la pandémie, ils ont fait la 40e saison. Et il y aurait eu une 41e qui, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie parce que ça devenait trop complexe à gérer tout ça. Mais donc, on est vraiment à 40 saisons diffusées sur CBS, donc un poste américain, mais qu'on peut voir aussi sur Global canadien, là, tout ça. Ils ont visité plusieurs pays en Chine, Guatemala, l'Afrique, en Amazonie. Donc, vraiment une série. Et le gagnant, c'est la personne qui remporte le Survivor, remporte quand même un chèque de 1 million de dollars, ce qui n'est pas rien. 1 million? C'est bien fou. 1 million de dollars américains. Ça doit être le plus gros prix, là. Écoute, je ne le sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est vraiment, je pense que c'est la top des émissions de télé-réalité, énormément de commanditaires, énormément de tout et à travers Survivor. Fait que j'ai vraiment l'impression mais c'est depuis le début, même à la première saison, là, on remportait, qui remportait le million. Et moi, je dois quand même avouer qu'il y a une saison de Survivor que je n'ai pas écoutée et c'est la première. Donc, je ne connaissais pas le principe et c'est mon amie Marie-Claude qui, à l'époque, regardait ça et me disait « Hey, t'as-tu vu ça, ce principe-là, Survivor? C'est vraiment bon. » Et je n'avais pas écouté vraiment la première saison. Et j'ai commencé la 2e saison et je suis rapidement devenu très accro à cette télé-réalité-là. Et en fait, le concept est très simple. C'est un concept qui est quand même connu là, dans le style qui va ressembler un peu à Big Brother aussi, où c'est ce genre de télé-réalité-là. On prend 18 ou 20 personnes, c'est des inconnus, effectivement sélectionnés selon un casting. Donc, il y a de tout dans Survivor, des hommes, des femmes, des grands, des petits, des maigres, des forts, des musclés, un douchebag, un intello. Il y a de tout et vraiment, il y a une variété incroyable. Il y a même déjà eu une femme qui était sourde, qui n'était pas complètement sourde, je crois, mais qui avait vraiment une bonne surdité. Comme toi. Comme moi. Hein? Alors, on rappelle aux gens, si je ne l'ai pas déjà dit, que j'ai eu une surdité subite l'année dernière de l'oreille droite. Merci, Vanessa. Et que depuis une semaine, j'arbore fièrement l'appareil auditif. Je suis en essai, voir si ça va changer ma vie ou pas. Il est subtil, on le voit pas. On le voit pas. Mais bref, cette personne-là, quand même, qui avait un énorme défi parce que Survivor, c'est une émission, c'est comme Big Brother, ça se passe...
c'est 24 heures sur 24. Alors, rendu au soir, quand il fait noir, elle avait un énorme défi parce qu'elle lisait beaucoup sur les lèvres. Et comme c'est des émissions où il y a beaucoup de stratégie, bien, elle perdait beaucoup d'informations et de choses. Ça lui a coûté très cher dans la partie, si on veut, parce qu'à un moment donné, elle avait de la misère à suivre parce que, justement, le soir, elle n'entendait pas bien et elle n'était pas capable de lire sur les lèvres. Et ça a été long parce qu'elle ne l'a pas dit tout de suite aux gens. À un moment donné, elle l'a dit plus tard au fil des saisons. Fait que ça a été vraiment... Mais pour vous montrer qu'il y a vraiment de tout, il y a même déjà eu un participant qui avait une prothèse au niveau du membre inférieur, donc une amputation en bas du genou. Je pense que c'est un ancien combattant, si je me rappelle bien, mais qui avait une amputation, puis il faisait ses épreuves avec sa prothèse. Des fois, il l'enlevait quand c'était dans l'eau, il l'enlevait, mais il y a vraiment de tout. Et moi, c'est ce que j'aime de la télé-réalité, puis j'ai jamais vu Survivor, mais je pense que j'aimerais ça justement à cause de ce casting-là qui est diversifié. Selon moi, ça représente beaucoup plus la vraie vie. Tu sais, comme on parle de télé-réalité, mais moi, Occupation Double, je suis pas capable de regarder ça. Je peux pas regarder ça parce que je trouve que ça représente tellement pas le Québec. C'est sûr. C'est pas vrai que c'est juste du monde beau, bronzé, mince, musclé là, qui existe. Là. C'est pas vrai. T'sais. Fait que j'aime ça, moi, justement, quand on voit toutes sortes de monde à la TV. Tellement vrai. Puis moi, c'est la même chose pour moi. Autant j'aime la télé-réalité. Quand ça parle de dating, déjà là, je suis pas bien. J'aime pas ça. Même L'amour est dans le pré. Je sais pas si j'ai un blocage à cause de mon célibat, mais j'haïs ça, écouter ces émissions-là. Ça me met profondément mal à l'aise, mais vraiment trop mal à l'aise. Je suis pas capable. Puis c'est vrai que dans Occupation Double, je me rappelle une année, là, puis même pas l'année passée où il y a eu Julie là, qui venait du Saguenay, puis dont tout le monde a jasé parce qu'elle était plus size. Et là, tout le monde a fait comme si c'était la révolution. Là. Mais même avant ça, un moment donné, il disait qu'il était diversifié parce qu'il y avait une fille qui avait des lunettes. Hey, excuse-moi, là. Mais là, t'es donc bien diversifié. Attends, c'était les verts progressifs, probablement. Non, mais là, c'est ça. T'sais. Mais en passant, je juge vraiment pas les gens qui aiment ça et qui écoutent ça. Je peux comprendre, là. Je peux comprendre qu'il y a un plaisir coupable à l'écouter. Puis quand j'étais plus jeune, je l'écoutais au début, là, Occupation Double avec Éric Salvaille ou même avec Joël Legendre. J'écoutais plus. Là, on dirait que c'est comme... trop vrai. Je pense que dans les anciens épisodes, on avait encore du recul parce que les médias sociaux n'existaient pas. Fait que c'est comme si on les connaissait moins, ces personnes-là. C'était plus, on avait vraiment un recul par rapport à ça. Un peu de la télé-réalité au Québec aussi. Là. Oui. On en avait vu moins quand même. L'Occupation Double, ça arrivait, puis on n'avait jamais vu ça tant que ça. Là. Ah non. Des shows de même. C'était révolutionnaire. C'est nouveau, tout le monde regardait ça. Puis avec les réseaux sociaux, ben maintenant, c'est que tu vois tout le temps. Ouais. Il y a toujours quelque chose. Au début, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, ben tu l'écoutais le dimanche et les quotidiennes. Après, c'était fini. À part que tu en parlais au bureau, puis là, tout le monde se jasait de ça, puis tu écoutais ça hier, puis tu as fait ça. Mais là, maintenant, tu ouvres ton téléphone, ta tablette, ton ordi, puis là, il y en a partout, puis c'est tout le temps, puis c'est à toutes les heures, puis ça revient, puis ça repasse. Puis là, s'il y a quelqu'un qui fait un pet de travers, ben là, tu le vois non-stop tout le temps. Alors là, ça devient c'est un autre réalité, un autre format. Oui, puis avec ça, on dirait qu'on a l'impression que les candidats de télé-réalité, on les connaît plus pour vrai, dans la vraie vie. Tu sais, mettons... Kevin, là, je le prends comme exemple parce qu'il a fait Big Brother, fait que je le connais. Mais Kevin d'Occupation Double, tu peux aller voir son Instagram puis reculer dans sa vie puis voir plus qu'est-ce qu'il est au quotidien. Fait que là, c'est comme si que tu le connaissais plus, fait que tu le crois moins là, quand il y a une espèce de mise en scène. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais tandis que c'était super scénarisé, dans le fond, les premiers Occupation Double, mais nous autres, on y croyait au bout. Là, puis en même temps, il y a tout un volet où dans la télé-réalité de toutes sortes, là, et de n'importe quelle, il y a tout un volet où il y a des gens qui vont là, tu sais, comme Kevin, là, dans Big Brother, son métier, c'est comme acteur de télé-réalité. Ouais, pro des télé-réalités. Fait que, tu sais, là, il y en a qui, tu sais, c'est ça, puis il y en a qui vont là. Parce qu'au début, c'était pas ça nécessairement, mais à un moment donné, il y en a qui ont compris le filon. Fait que si tu veux devenir un peu, si tu penses à une carrière à quelque part dans la télévision ou tout ça, bien, ça a quand même développé certaines carrières, là, on s'entend. Quand tu es connu, veux pas, après, tu as des opportunités que tu n'aurais pas sinon. Fait qu'il y en a que c'est effectivement que c'est ça leur but. Hein, effectivement. Voilà. Si je reviens à mon Survivor, parce que là, on s'éloigne, parce que je vous l'ai dit, j'en peux en parler 2 heures. Donc, le concept est quand même assez simple. On prend 18 ou 20 personnes, ça dépend des saisons, des inconnus. Ça se passe aux États-Unis. Bien, depuis maintenant, la saison, là, on est rendu à la saison 40. Depuis la saison 37 ou 38, maintenant, il y a des Canadiens qui peuvent participer aussi à Survivor. Mais avant, c'était vraiment exclusif aux Américains. Mais c'est
de tout bord, de tout côté aux États-Unis. Et ils s'en viennent là et au début, ils sont isolés. La plupart du temps, là, avant, ils se promenaient beaucoup dans les pays. Il y a eu Survivor en Afrique, en Australie, en Chine, en Inde. Il y a eu beaucoup de places, mais maintenant, ils sont beaucoup concentrés souvent dans les îles du Pacifique. Fait qu'ils vont dans des endroits un peu plus dans ce sens-là. Mais ils prennent les gens, mettons s'il y en a 18, ils font 2 tribus. Ils appellent ça des tribus. 2 tribus de 9 personnes. Ça devient comme 2 équipes. Et à chaque semaine, on voit l'évolution. Et à chaque semaine, il y a une épreuve souvent de récompense. Donc, ils peuvent aller se gagner du confort parce qu'on faut pas. Quand les gens débarquent sur leur île, ils ont une carte. Au début, ils arrivent, ils sont accueillis. Voici, ça, c'est votre carte. Ça, c'est ta carte. Alors, ils partent. Ils retrouvent leur coin qui va devenir leur place pour vivre dans tout l'épisode. Et là, bien, ils n'ont absolument rien. Des fois, ils vont leur donner un petit kit. Ça arrive certaines saisons, ils arrivent en bateau. Puis sur le bateau, mettons, il y a plein il y a de la bouffe, il y a des outils, il y a toutes sortes de choses. Et là, vous avez 2 minutes ou 3 minutes, vous prenez ce que vous voulez, vous le garochez à l'eau. Après ça, vous garochez à l'eau. Puis tout le monde se rend au bord de l'eau. Puis là, c'est celui-là qui ramasse le plus d'affaires. Et là, c'est qui va ramasser la hache, le marteau, ou ben donc, tu vas te ramasser de la bouffe parce que tu ne le sais pas. Fait que tout ce qu'ils ont là, quand ils arrivent sur leur île, c'est un point pour aller chercher de l'eau. Et ils ont une quantité de riz qui est là pour les 39 jours. Parce que ça dure en tout 39 jours, Survivor. Donc, ils doivent tout portionner et c'est vraiment manger à leur guise. C'est comme les Hunger Games. Ça ressemble un peu à ça. Il y a la mort en moins. C'est quand même un bon détail. C'est quand même un bon détail. Quoique, j'en parlerai un peu tantôt, mais il y a quand même des gens qui ont passé proche de mourir à Survivor. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Donc, ça dure 39 jours. Donc, à chaque semaine, quand on regarde un épisode à chaque semaine, ça se passe sur 3 jours. Donc, un épisode, nous autres, c'est 3 jours pour eux autres à peu près, en moyenne. Et donc, il y a une épreuve où ils peuvent gagner des récompenses. Donc, des fois, ça peut être, ils vont gagner de la bouffe. Donc, ça, c'est très populaire. Ils vont gagner des fois du confort, peuvent gagner des couvertes, des coussins. Donc, quand ils se font un abri, des outils, des fois, il y en a qui gagnent des poulets. Une cage avec 3-4 poules. Fait que là, c'est comme on les mange ou on attend parce qu'ils vont nous pondre des œufs puis on va manger les œufs. Fait que là, tout est... Hein, là, c'est là tu vois la personnalité de chacun qu'il y en a à chaque saison qui veulent partir après les poules puis faire un petit bouillon de poulet. Et il y en a d'autres qui font, ben non, on va attendre, ils vont pondre des œufs, on va manger des œufs. Et c'est ça. Et à chaque semaine, il y a aussi une épreuve où tu peux gagner l'immunité. Donc, l'équipe qui gagne, ben, elle se retrouve comme protégée cette semaine-là. Et l'équipe qui perd se ramasse au Tribal Council, qu'ils appellent, donc au jury, dans le fond. Et là, c'est les 9 personnes qui sont là qui, entre eux, vont voter pour une personne de leur gang à éliminer. Et c'est là que ça devient très intéressant et que les stratégies commencent. Et moi, c'est ce que j'adore dans Survivor et dans toute télé-réalité du même genre, c'est les stratégies. Et c'est de voir qui vont être les plus grands stratèges dans tout ça pour aller chercher, éliminer qui. Il y a beaucoup de backstab, il y a beaucoup de trahison. Je ne sais jamais comment le dire en français. Donc, il y a beaucoup de backstabbing. Fait que là, c'est vraiment, des arrangé parce que c'est un jeu qui demande énormément d'habileté sociale et c'est souvent ça que les gens oublient un peu. Ou que les gens qui arrivent là parce qu'ils sont gros, sont forts, puis hey, moi je vais gagner, puis tout ça, mais ils oublient souvent l'aspect plus social. Parce qu'à la fin, souvent, c'est pas nécessairement le plus fort qui gagne. C'est celui qui va avoir fait vraiment le meilleur jeu social, qui va avoir été capable d'aller se faire les bonnes alliances aux bonnes places, puis des fois même changer d'alliance quand c'est le bon moment. Et c'est souvent ces gens-là qui gagnent, qui passent un peu moins inaperçus, mais qui vont travailler plus en dessous de la couverte. Et comme moi, c'est Richardson. Ça que j'adore. Comme Richardson, pareil. Dans Big Brother Célébrité. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore du concept. C'est vraiment ça. Et si je regarde ça en vrac, là, vraiment, là, et à la fin, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que quand la saison avance, c'est qu'à un moment donné, là, quand il reste à peu près une dizaine de joueurs, il y a ce qu'on appelle le merge. C'est que là, les 2 gangs, les 2 équipes, les 2 tribus, là, qui peuvent être rendues, mettons, 7 d'un bord puis 4 de l'autre, pour dire de quoi, bien là, rendu à un certain moment, bien là, ça ne devient plus une compétition par équipe, on les merge ensemble. Donc, ça devient une tribu. Et là, ça devient un jeu une partie plus individuelle. C'est que là, les épreuves vont gagner plus l'immunité, mais individuellement pour eux autres. Et après ça, bien là, le jeu continue. Et là, ça devient tout le monde qui élimine. Et à un certain moment donné, bien, les gens que tu élimines, ils s'en vont dans le jury.
Donc, à la fin, quand il reste 3 ou 4 personnes, ben là, les gens que tu as éliminés dans les dernières 7, 8, 9 semaines, ben c'est eux qui, à la fin, vont voter pour décider c'est lequel des 3 qui reste ou des 4 qui restent qui est le meilleur joueur et qui va remporter le $1 million. Fait que, tu sais, là, la stratégie prend tout son sens parce que les gens que tu as éliminés puis que des fois, tu as trahi puis que tu as backstabé dans le dos, ben des fois, il faut que tu t'arranges pour que, ouais, j'ai fait ça pour que lui parte, mais il faudrait bien que je m'arrange à la fin pour qu'il vote pour moi, par exemple. Pour qu'il soit capable de dire, ouais, mais je pense que c'est toi le meilleur joueur cette année. Fait que je vais donner mon vote à toi. Fait qu'il y a toute cette stratégie-là qui vient en ligne de compte. Souvent, je pense que c'est ça que les joueurs oublient aussi. En tout cas, dans Big Brother Célébrité cette année, je pense qu'il y en a qui ont oublié ça. Tu sais qu'à la fin, c'est les autres qui votent pour eux. Là. Fait qu'ils ont fait des affaires. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont regretter à la fin. Ils vont venir les hanter. C'est sûr. C'est sûr et certain. Puis tu sais, le jury, lui, quand il vient au Tribal Council, lors de l'élimination, mais le jury, il vient, à chaque semaine, il est là. Il n'a pas le droit de parler. Il peut juste écouter, mais il peut juste écouter cette partie-là. Donc lui, il ne voit pas le reste après de ce qui se passe. Là. Ils vont le voir juste après quand l'émission va être diffusée, puis ils vont le voir en même temps que tout le monde. Mais c'est vraiment là où l'aspect social et comment tu as bien géré tes alliances va venir t'aider ou pas. Parce qu'il y a des joueurs vraiment qui nous aident, mais qui ne nous aident pas. Et écoute, il y a un paquet d'épreuves qui s'est fait à travers le temps. Puis ce que je trouve fascinant de cette émission-là, c'est que malgré que ça fait 40 saisons et que ça dure depuis 21 ans, bien, malgré tout ça, à chaque année, ils réussissent à nous surprendre. À chaque année, ils réussissent à arriver avec une twist, avec une épreuve, avec quelque chose qui fait en sorte que tu dis crime, on l'a pas vu venir, puis oups, ça repart de l'autre bord. Et puis ça, moi, je trouve ça fascinant de voir ça à chaque fois. Il y a eu des thématiques aussi à travers le temps. Tu en as parlé un peu tantôt avec Drag Race, Vanessa. Au niveau des All-Stars, donc il y a eu des All-Stars, évidemment. Il y a eu aussi une saison, 2 saisons, je pense, ou une saison des héros versus les vilains. Alors là, je pense que c'était la 10e saison, ou vers la 10e ou la 12e saison. Donc, dans toutes les saisons précédentes, les 9 meilleurs héros, ceux qui étaient plus héros, puis les 9 meilleurs vilains. Et là, c'est un contre l'autre. Et là, qui va gagner? Et ça, écoute, ça donne des émissions fascinantes. Hey, ça me donne tellement le goût de l'écouter. Là. C'est vraiment bon. Je te ciblerai des saisons qui sont bonnes à écouter. Parfait. Tu m'enverras ça. Il y a eu aussi les émissions Deuxième Chance. Donc, après un certain temps, je pense que c'était le Redemption. Donc, où des gens qui n'ont jamais gagné ou qui ont été éliminés pour différentes raisons, ou, exemple, pour une raison de santé, ont été obligés de quitter l'aventure ou tout ça, bien, des gens qui avaient la chance de revenir jouer à Survivor. Je vais vous en parler d'un tantôt. Donc, qui avaient la chance de revenir dans une autre saison. Et il y a aussi 2 saisons de fans versus favorite. Donc là, c'est vraiment des fans inconditionnels de Survivor qui arrivaient pour jouer et qui étaient comme contre les favorites de Survivor, donc les meilleurs joueurs favoris de Survivor qui avaient déjà joué. Et là, ça donne lieu à des affaires, surtout les premières émissions, où là, ils arrivent sur l'île, puis là, ils ne savent pas trop avec qui ils vont être. Puis là, tu fais comme, OK, vous autres, vous êtes 9 fans de Survivor inconditionnels, que vous dites que vous êtes les meilleurs fans aux États-Unis. Et voici, vous allez jouer contre. Et là, ils font rentrer les joueurs un par un des anciennes saisons. Et là, tu vois le monde qui font, ah, mon Dieu, je vais jouer contre lui. Puis là, écoute, ça donne des moments vraiment épiques. Cool. Vraiment le fun. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, la dernière saison qu'il y a eu avant la pandémie, donc, ça a culminé vraiment avec la saison 40, qui est Survivor Winners at War. Donc, ça, ils ont pris 20 gagnants des saisons précédentes. Donc, et ils ont fait un Survivor avec 20 des gagnants des saisons précédentes, 20 des, je pense, les meilleurs gagnants, meilleurs joueurs gagnants des saisons. Et là, Valérie, je ne veux pas te faire paniquer, mais le prix était de 2 millions de dollars. Aïe, aïe! Ah! Mais ils ont économisé l'année passée, il n'y en a pas eu. Fait que... cette année non plus. Fait que je pense qu'ils vont avoir le prochain prix 4 millions. Ils vont avoir économisé. Ouais, ils vont avoir économisé 2 saisons cette année. Fait que d'après moi, ils ont économisé 2 millions. Mais si c'est ça qu'ils donnent, là, c'est parce qu'ils doivent faire beaucoup d'argent. Je pense qu'actuellement, c'est une émission qui rapporte énormément à la chaîne là, et en produits dérivés. Puis d'ailleurs, on parlait de Big Brother tantôt, mais Jean-Thomas Jobin au Québec, qui est un fan incontesté de Survivor. Qui a dès qu'il est rentré dans la maison, on le savait qu'il allait être redoutable. T'sais. Moi, j'en reviens pas que personne n'a mis au balotage encore. Ah non, c'est parce que stratégie, Valérie, c'est parce qu'il est bon. Il sait quoi faire puis il sait où le faire. Oui, exactement. Tout est réfléchi. Est-ce que ça va le payer à la fin? Est-ce qu'il va être nommé le meilleur? On ne le sait pas. Mais c'est assez pour se rendre loin, par exemple. Oui.
Puis là, je vous parle, en terminant, là, je fais un petit bout que je parle encore, évidemment, mais t'as dit 5 minutes, 10 minutes, ben non. Je m'emballe. Quand je parle de Survivor, je m'emballe, puis je trouve rarement des gens à qui en parler, et vous autres, vous êtes comme prises, vous êtes obligés de m'écouter. Hey, mais sais-tu quoi? En plus, là... On est là pour ça. C'est ça le podcast. C'est nous autres qui jasent. La seule chose qui nous bloque, c'est le couvre-feu. Fait qu'on va s'organiser pour finir avant le couvre-feu, sauf pour Valérie qui est chez elle, qui est là et qu'on espère qu'on n'a pas perdu. Valérie? Ah non, je suis toujours là. C'est bon, on ne te voit plus. On t'entend, parce qu'on ne voit plus, Valérie. Bon, on t'entend. Donc, je vous parle de quelques joueurs et moments marquants. Il y a quand même eu énormément de... Vous savez, je l'ai dit tantôt, il y a des épreuves souvent qui sont très physiques. Donc, autant il y a des épreuves plus intellectuelles, des casse-têtes, des choses qui demandent de la réflexion, ou encore, des fois, des choses qui demandent de manger des trucs un peu bizarres, comme on a déjà parlé dans notre podcast. Il y a des épreuves aussi de ça. Mais la plupart du temps, c'est très physique. De la course, des sauts, tirer à une patente, grimper, descendre. Alors, il y a beaucoup de gens quand même qui se blessent. Il y a beaucoup de blessures au niveau de Survivor. Donc, il y a beaucoup de gens qui, des fois, sont obligés de quitter parce qu'ils sont blessés. Entre autres, dans une des saisons assez récentes, je ne me rappelle pas laquelle, mais il y a quelqu'un, le premier épisode, ils ont embarqué dans un bateau, je ne me rappelle pas pourquoi, et il y avait beaucoup de vagues parce qu'ils sont sur l'océan Pacifique. Et le bateau a pogné une espèce de vague de fou. Et lui, il s'est cogné là, vraiment et il s'est blessé au niveau du dos. Et écoute, je pense qu'il a fait même pas le premier épisode au complet. Et il a été obligé de sortir du jeu parce qu'il n'était plus capable de bouger, il n'était plus capable de... Il s'est vraiment scrappé le dos, si on veut. Et une des choses les plus quand même qu'on a vues assez marquantes, saison 2, donc Michael, à saison 2 en Australie, à un moment donné, il était, parce que le défi est souvent au niveau de Survivor, c'est de faire du feu. Donc on s'entend que c'est comme un défi dès que ceux qui réussissent à faire du feu, parce qu'au début, il lui donne une petite machette, puis avec ce qu'il appelle un flint, là, une espèce de un silex de magnésium. Puis là, il gratte ça un peu, puis il essaye de faire du feu en soufflant, puis tout. Fait que, alors quand tu réussis à faire du feu, ben, tu es content, fait que tu essaies de le garder tout le temps. Et lui, il était sur le bord du feu et à un moment donné, il a comme respiré la fumée du feu, mais trop, et il a perdu connaissance, mais il est tombé dans le feu. Et il a vraiment été... Écoute, puis on le voit vraiment, là, puis tu sais, si vous allez sur YouTube, là, je pourrais vous mettre peut-être en commentaire les épisodes pour cœur sensible vous abstenir, mais on voit vraiment, écoute, là, on entend crier, il se garoche dans l'eau parce qu'il était sur le bord d'une petite rivière, il se garoche dans l'eau et à un moment donné, il sort ses mains de l'eau, mais tu vois les lambeaux de peau qui tombent des mains. Mais là, tu dis, tu sais, quand tu dis, là, c'est après moi, ça, c'était pas casting. Il n'y avait pas c'était pas stagé, ça. Ça m'écoeure. J'étais pas prête. Effectivement, beaucoup d'accidents, beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'évacuations, des gens qui se blessent, puis que finalement, on vit en espèce de jungle, si on veut, finissent par s'infecter. Donc, beaucoup d'infections, des gens qui ont des problèmes de santé. À un moment donné, il y en a un dans une saison, écoute, dans une épreuve, là, il est tombé sans connaissance, mais il fallait qu'il tienne une espèce de, tu sais, les casse-têtes mobiles, qui a une petite boule qui bouge, il faut que tu rentres, mais là, c'est genre géant, puis on est 4, puis on le tient dans chaque coin. Puis à un moment donné, il a juste perdu connaissance, mais il est tombé la face dans... Puis ça a pris au moins, je dirais, 15 à 20 secondes avant que les gens réalisent qu'il était vraiment plus là. Et que là, ils font « Hey, attends un peu, il faut arrêter » et qu'ils arrêtent. Et là, le gars, écoute, de la misère à se tenir, tombe à terre et qui est obligé vraiment d'être retiré du jeu. Là. Déshydratation, souvent. C'est la déshydratation, souvent, qui les menace. Dangereux. Ou l'alimentation aussi. Là, alimentation, c'est ça. Ben, tu sais, ceux qui gagnent jamais, là, parce que ça arrive des saisons où il y a des équipes qui gagnent rarement ou presque pas. Alors, eux autres, souvent, ils accumulent à peu près rien. Ils ont de la misère à se faire un abri. Fait que souvent, la nuit, puis même si on est dans les îles, dans le Pacifique et tout ça, le jour, il fait beau puis il fait chaud. Mais la nuit, souvent, ça devient frais, humide et souvent, il y a des orages, là. Fait que les gens passent les nuits presque pas abrités. Ils n'ont pas vraiment de vêtements. Ils ont leur linge quand ils arrivent, puis c'est tout. Ils n'ont rien d'autre. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Alors, il y a des gens vraiment là, que tu vois des fois, là, les peaux toutes crevassées parce qu'ils sont dans l'eau, etc., etc. Oh mon Dieu! On a quand même eu saison 39. Tu m'enlèves comme le goût. Ah non, mais c'est le fun. Saison 39, un type du nom de Dan qui a quand même été retiré du jeu à raison de comportements très peu convenables envers les dames. Donc, un homme qui était, je crois, massothérapeute ou en tout cas qui fait... Mais
tu sais, toujours en train de toucher, toujours en train de... Et à un moment donné, il y a comme 2 des filles qui jouaient, qui ont comme manifesté à la caméra, qui commençaient à être pas à l'aise avec ce qu'ils faisaient. Puis quand tu regardes, effectivement, tu te dis, ouais, c'est tous des petits gestes, mais à un moment donné, tu fais, mais c'est vrai que c'est très intrusif, fait qu'il a vraiment été... Et à un moment donné, il y a eu un avertissement. Ils en ont parlé, mais le comportement, c'est comme pas vraiment arrêté. Donc vraiment, à un moment donné, l'animateur Jeff Probst, qui est un de mes idoles d'animation, donc arrive pour dire aux gens, écoutez, ben là, par rapport à tout ce qui s'est passé, il a été retiré et il ne sera plus là et c'est terminé. Merci, bonsoir. Alors, il est parti. On ne l'a jamais vu après. Donc, il peut arriver ce genre d'événement-là. Et là, je vous conte une petite anecdote. Saison 7, un joueur qui s'appelle Johnny Fairplay, qui, à mon avis, a été un des meilleurs vilains de ce jeu-là. Mais un gars, écoute... Son nom de famille, c'était Fairplay? Non, je pense pas. Je me rappelle pas. Écoute, j'ai oublié. Là, j'ai manqué de temps. Je le chercherai encore, mais c'est pas Fairplay, mais son surnom dans le jeu, c'était Johnny Fairplay. Écoute, un petit blond frisé là, qui a l'air du gars dans le Lagon Bleu, si vous avez déjà vu. Là. Oui. Mais pas en beauté, mais par rapport aux cheveux frisés blonds et les yeux bleus. Et vraiment, un des gars, le plus de vraiment la twist. Et c'était rendu d'ailleurs assez loin, presque dans les 3 derniers, je pense, ou dans les 4 derniers. Tout le temps une affaire. Mais à un moment donné, il y a un moment dans Survivor qui était peut-être pas là au début, mais qu'avec les saisons, ils ont fait. Et c'est l'épisode des Love One. Et il y a vers la fin, quand il reste peut-être 7-8 personnes, il y a l'épisode des Love One. Et là, à un moment donné, il arrive à une épreuve. Ça, c'est l'épreuve. Alors maintenant, vous êtes-tu prêts à voir? Et là, ils font venir une personne de leur famille, leur conjointe, un enfant, ma mère, mon père, qui tu veux. Mais probablement qu'à l'avance, dans le casting, ils font, si on fait un épisode de Love One et tu te rends là, qui tu veux faire venir? Ben là, les gens écrivent, moi, je veux faire venir un tel ou tout ça. Et ces gens-là arrivent. Des fois, il y a des saisons où ils participent aux épreuves. C'est les Love One qui font l'épreuve. Et le prix, habituellement, c'est que une fois, la personne qui gagne, souvent, elle va avoir le droit d'amener la personne Love One avec elle pendant 24 heures. Donc, elle a le droit. Fait que, tu sais, et ça donne des moments excessivement touchants où, écoute, moi, je braille presque à tous les épisodes quand ça arrive parce que, tu sais, on n'oublie pas que même si ça dure 39 jours, ces gens-là sont isolés. Ils n'ont aucun contact nulle part. Ça fait à peu près, justement, trentaine de jours qu'ils sont là. Et là, à un moment donné, tu vas arriver quelqu'un, ça fait du réconfort et tout ça. Comme moi, en ce moment, dans mon appartement. T'as quelqu'un qui est dans ton appartement? Non, mais comme j'aurais tellement de joie. Ah oui, OK. Si un loved one venait me visiter, moi qui vis seule depuis le début de la pandémie, complètement isolée. Et que le docteur Arruda dirait, Vanessa, si tu réussis à faire plier cette pile de linge, il va pouvoir rester 24 heures avec toi. La police ne pourra pas. Tu réussirais, Vanessa, quand même. Je me le demande parce que j'ai justement 3 brassées là, d'en retard. En tout cas. Mais si je nous ramène à Johnny Fairplay, et lui, la saison se ramasse à l'épreuve des Love One. Et là, écoute, c'est super émotif. Tout le monde est émotif, sont contents, les conjoints, les affaires. Et là, arrive le tour de son Love One. Et lui, et c'est un de ses amis. Donc, l'animateur, John, pour toi, on fait ton ami, un tel, ton ami arrive et tout ça. Et là, ça fait, ça se colle, je suis content de te voir, tout ça. Puis là, à un moment donné, Johnny Fairplay regarde son ami, puis il fait, comment va ma grand-mère? Et sur un ton un peu plus solennel. Et là, son ami qui prend vraiment 2 minutes, il le regarde et fait « M'excuse, ta grand-mère est morte. » Et là, écoute, là, tout le monde pleure, tout le monde est tout. Puis là, et l'épreuve après se déroule et sur cette histoire. Puis là, l'épreuve, c'était comme, vous savez, la planche dans les pirates, tu sais, la planche qu'on s'en va tranquillement. Fait que c'était une épreuve de questions. Fait qu'il en restait à peu près 8. Chacun avait son Love One. Et puis, si tu répondais bien à la question, ben tu pouvais décider, je veux que celui de elle, il recule. Fait que là, à la fin, il fallait qu'il en reste juste un. Et là, à la fin, il restait celui de Johnny Fairplay et un autre. Et là, tout le monde a dit, là, il vient de perdre sa grand-mère, come on, laisse-les gagner. Et si, et ça, et si. Et là, ça a fait une espèce... Et finalement, ils l'ont laissé gagner. Et le gars est reparti. Puis lui, sa récompense, il repartait avec son ami. Et il avait le droit d'aller dans la tribu, dans leur lieu de vie. Mais juste les deux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Il avait le droit d'aller juste leurs deux. Et toutes les autres, il les envoyait sur une île déserte pour 24 heures. Mais là... Le moment le plus cocasse, c'est quand Johnny Fairplay et son ami s'en vont, marchent sur la plage et là, Johnny Fairplay qui fait « Ah, ma grand-mère, elle n'est pas morte pantoute. » Fait que les gars, ils s'étaient parlé à l'avance. C'était sûr. Les gars s'étaient parlé aux States. Il avait dit à son ami « Écoute, si tu t'en viens me trouver, tu m'annonces que ma grand-mère est morte. » Puis moi, on va jouer avec ça. Et il a gagné la récompense et ça s'est pas su jusqu'à la fin. Donc vraiment, pour être capable... Oh mon Dieu! C'est un peu
comme Sébastien dans l'Optori 4. Je ne sais pas si vous vous rappelez, probablement le plus grand vilain de la télé-réalité québécoise. Il avait essayé une stratégie comme ça au début. Il disait que sa blonde était morte dans un accident d'auto, puis tout ça, mais lui aussi, c'est un grand fan de ces télé-réalités-là. Fait que probablement qu'il avait vu ça, puis il s'est dit, c'est bon, c'est un filon à exploiter. Tu te dis, c'est chiant en tabarnouche, mais après, tu fais, c'est une maudite bonne idée. Ben, tu sais, Qui c'est que tu veux qui te contredise? T'as rien, il n'y a pas aucun moyen de le savoir. Puis même si, mais la production, parce que j'ai réécouté quelques extraits là, en préparant ça, et la production ont vraiment, parce qu'à la fin, quand Survivor est terminé, il y a toujours un épisode de réunion, et là, c'est en direct cet épisode-là, et mon Dieu que je parle. Ça fait une demi-heure qu'on parle de Survivor, mais moi, ça me dérange pas, là. Je savais que j'allais m'emballer. Et une fois que... J'aurais une petite question. Peut-être qu'on peut conclure sur ça, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que vous seriez bon à Survivor, à ce genre de télé-réalité-là? Écoute, moi, je ne pense... Ben, ça dépend. Je pense que je pourrais être bon, mais moi, je pense que je suis trop bonasse. T'es trop bonasse. Puis physiquement, dans les épreuves très, très physiques, ben là, je suis rendu à un âge où ça serait... Faudrait que je m'entraîne avant un peu. Mais moi, je pense que, par exemple, t'es très attachant. Fait que peut-être que, oui, tu serais bonasse, comme tu dis, mais comme les gens seraient... on peut pas se débarrasser de Christian. Ouais, mais habituellement, les gens qui sont comme ça, parce qu'il y en a des gens qui arrivent là qui sont très gentils puis que le monde aime tout, puis tout, mais c'est rare qu'ils peuvent se rendre loin, mais c'est rare qu'ils vont gagner ou tout ça, parce que souvent, leur bonté ou leur gentillesse, ou ils veulent pas blesser personne. Non, je veux pas te jouer dans le dos. Fait que finalement, ça fait en sorte que... Sauf que toi, Christian, t'es très compétitif dans la vie. Mais je suis malgré tout très compétitif dans la vie. Fait que je sais pas. Mettons qu'il en faisait un au Québec, qui fait pas trop fret, puis qu'il y a pas trop de bébites. Peut-être que je m'essayerais. Puis tu sais, qu'on le fait chacun chez soi, puis que genre pour gagner, il faut manger des pogos. Ben là, je le ferais peut-être. Sur Zoom. Si c'est sur Zoom, j'embarque. Mais, écoute, là, je vais aller rapidement là, parce que j'en aurai encore pour dire beaucoup. Mais donc, Johnny Fairplay, très bon move. Un qui a été vraiment le move le pire, qui est considéré comme un des dumbest moves de l'histoire de Survivor, c'est qu'à un moment donné, quand tu remportes ton immunité individuelle, à chaque année, à peu près, il y a souvent, pas chaque année, mais il y a souvent, à un moment donné, une alliance des femmes qui disent à un moment donné, là, les girl power, là, on va s'arranger, on va éliminer tout le monde, puis on va rester juste des femmes. Et ça marche habituellement rarement parce que, veut pas, il y a toujours une twist qui fait en sorte que ça peut pas arriver, mais c'est arrivé quand même dans une saison, la saison 16, où là, c'était un fan versus favorite, et il y a Eric, qui lui était un fan, qui lui est arrivé, et à la fin, il restait lui et 5 filles. Et, 4 filles, et lui, il restait 5. Et lui, l'épreuve, il a gagné le collier d'immunité. Et donc là, il ne pouvait pas être éliminé ce soir-là parce que c'est lui qui avait l'immunité. Mais là, les filles, en jasant, ils ont dit hey, ça serait-tu le fun si on réussissait à l'amener à donner son immunité à quelqu'un? Et là, tu dis, et là, tu écoutes ça et tu fais ben non, il fera pas ça. Il n'est pas cave. Mais toute la journée avant que ça arrive, écoute, les filles se sont toutes organisées, ils ont toutes manipulé, tout ça, toute l'information qui découlait de ça pour que le soir, écoute, il est arrivé là et lui, il avait réussi tellement à le convaincre que c'est pas lui qui allait être éliminé qu'il a donné son immunité à une autre fille et ils l'ont éliminé, évidemment. Wow. J'adore. Ce qui a été le dumbest move jamais fait. Malade. Et ce gars-là est revenu plus tard à l'émission dans la saison 26, encore dans les Favorite versus Fan, une autre édition. Et malheureusement pour lui, parce qu'il n'a vraiment pas de chance, lui a été retiré pour des problèmes de pression. Il est arrivé encore au 5e, mais il a été malade à un moment donné. Il est obligé d'être retiré. Donc vraiment, pas très, très le fun. Mon meilleur joueur, écoute, Russell Hantz, lui, il a participé à 3 saisons, la 19e et la 20e, où il a fini 2e à chaque fois. Il est dans la 20e, c'était les vilains. Alors, il est héros vilain, et lui, il est arrivé dans les vilains. Un des meilleurs joueurs, à mon avis, mais très controversé. Il y a des gens qui disent c'est le meilleur joueur qui a jamais existé. D'autres disent non, c'est pas vrai, c'est pas le meilleur parce que si, mais lui, c'est vraiment dans tout ce qu'il y avait de twist, d'affaires croches, de jeter le linge du monde, de mettre le linge dans le feu, de faire pendant la nuit, de faire un paquet d'affaires, pour jouer dans la tête des gens. Mais il a vraiment très bien réussi à jouer dans la tête des gens. Malheureusement, lui, c'est son jeu social qui était déficient. Donc, ce qui fait qu'il s'est rendu 2 fois à 2e. Il a fini toujours 2e parce que les gens ne votaient pas pour lui à cause de tout ça. Et il a fait quand même 4 saisons de Survivor. Il est revenu 4 fois, mais les autres fois, il l'éliminait tout de suite parce qu'il savait c'était qui. Fait qu'il est parti le 2e. Ça, c'est ton préféré? Non, c'est un de mes préférés. Moi, je l'aimais bien gros, lui. OK.
Et je m'en voudrais là, en terminant de parler de... Je sais pas, mais ça fait 5 fois que tu dis en terminant. Oui, là, moi, ça me dérange pas. Boston Rob, qui est comme le joueur qui a joué le plus à Survivor. Il a joué 5 saisons comme joueur. Il en a remporté une. Et c'est un de mes joueurs préférés aussi. Et il y a une saison, la saison 39, qui était Highland of the High Doll, où il y avait lui et Sandra Diaz-Twin, qui elle est la seule à avoir remporté 2 fois Survivor. Donc, il était comme des mentors dans cette émission-là. Alors, les gens, à un moment donné, pouvaient, s'ils n'étaient pas éliminés, mais il y avait quand ils perdaient une épreuve où on choisissait lui, alors il s'en allait dans une île un peu tout seul, passer un 24 heures, mais ce qu'ils ne savaient pas en arrivant là, c'est qu'il arrivait avec ces 2 grands joueurs de Survivor-là qui leur donnaient des conseils, puis des affaires, puis qui pouvaient faire des épreuves pour gagner des avantages. Donc, Boston Rob, qui a joué et qui en la saison 8, All-Star, qui a rencontré Amber Bridge, et Amber qui a gagné cette saison-là, et Boston Rob il a fini 2e, mais Amber et Boston Rob sont tombés en amour dans ce All-Star de Survivor, et aujourd'hui ils sont mariés, ils ont 4 jolies belles filles, ils ont 4 belles filles ensemble. Bravo. C'est le couple chouchou de Survivor. Boston Rob est un des joueurs les plus populaires au niveau des États-Unis, au niveau de Survivor et ça. Et je termine en vous disant encore une fois que quand tu regardes le logo de Survivor, il y a 3 mots. Outplay, Outlast et Outwit. Et c'est vraiment les mots qu'il faut combiner les 3. Il faut être bon dans les 3 pour être capable de gagner. Outplay, c'est dominer le jeu. Outlast, c'est survivre. Et Outwit, c'est déjouer et se montrer plus malin que les autres. Oh. Je termine là-dessus. J'aurais pu en parler encore des heures. Survivor, j'adore. Je te remercie, Christian. Je pense que c'est ton record de longueur de chronique. Un bon 40 minutes. Je préparais ça, puis je me disais tout le temps, non, faut que j'arrête. Qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est trop. Il y a trop de choses. C'est quoi? Je pense que c'est la première fois que je te vois parler aussi longtemps avec si peu de feuilles. T'as juste 3 feuilles. Et des fois, t'en as 10. Et je n'ai pas tout dit ce qu'il y a sur mes feuilles. C'est incroyable. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous préparer ça. Le bout de tes doigts. Mais toi, Val, ça t'a-tu donné le goût de l'écouter? Parce que moi, oui. Complètement. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Si vous voulez des jeux... C'est ça. Il y a des bonnes saisons, il y a des moins bonnes saisons, il y a des joueurs qu'on se rappelle moins, mais il y a des gens qui nous marquent un peu dans cette émission-là tout le temps. Et je veux quand même qu'on prenne le temps de répondre à ta question que tu as posée tantôt. Christian a répondu, mais moi, je sais pas. Je sais pas comment je serais perçue dans ces émissions-là. Je sais pas comment je réagirais. Je pense que je suis trop intolérante aux mensonges. Je pense que moi, ça paraît trop quand ce que je pense paraît trop dans ma face. Fait que je serais pas bonne pour ça, mettons, pour Big Brother. Là, puis on en a déjà parlé ensemble parce qu'on se pose la question. Vivre comme ça, isolé de tous, juste avec les mêmes personnes, ça joue tellement sur ta mentalité. Puis... Ben, c'est ça. Puis souvent, moi, je dis ça à ma fille qui regarde ça, puis des fois, elle choque. Puis je dis, attends, là, c'est normal. Ça fait 3 mois qu'ils sont enfermés. C'est une micro-société qui est en train de se faire pendant 3 mois, ils sont coupés de tout. Ouais. C'est normal. Oui, les gens, leur personnalité ressort, mais souvent, elle va ressortir beaucoup plus et beaucoup plus exagérée qu'elle serait dans la vraie vie parce que c'est pas la vraie vie. C'est ça. Mais c'est ça qui me ferait peur, je pense. Ou tu sais, peut-être que je deviendrais méchante, là, comme Camille dans Big Brother, qui est perçue tellement méchante, mais qui, dans le fond, tu sais, fait tout pour rester. C'est ça le jeu. Et en même temps, tu deviens aussi ce que la production veut bien montrer aux gens. Oui. Il y a ça aussi. Voilà. Exactement. Je pense que je serais pas game. Moi, pour répondre à la question, je serais très poche. C'est sûr et certain. Premièrement, je serais pas capable d'être avec du monde de même. Probablement que mon anxiété prendrait le dessus. Puis là, j'imaginerais que tout le monde est méchant, tout le monde est contre moi. Je pleurerais, puis je ferais une crise, puis je m'en irais. Je pense que ce serait ça. Mais toi, t'es trop émotive. J'ai pas le goût. Non, je suis trop émotive pour faire ça. Je peux pas. Mais moi aussi, d'ailleurs. Je serais folle de moi à la télé. Ça n'aurait pas d'allure. Mais tu ferais un bon show. Ben, c'est sûr que je ferais un bon show. Ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est le show que je veux donner? Ouais. Ben, c'est souvent ça, les gens, c'est cet aspect-là souvent qui devient difficile. Là. C'est l'aspect émotif et tout ça. Et il y a des gens qui viennent vraiment paranoïaques à un moment donné. Tu sais, plus ça va, là, c'est comme OK, attends un peu, parce que tu le sais jamais. Ce que j'aime de Survivor, entre autres, puis sûrement de d'autres, mais c'est que tu le sais jamais. Même s'ils arrivent au Tribal Council en pensant qu'ils sont en sécurité, que personne ne va voter contre eux autres, mais tu le sais jamais. Il y a toujours une twist, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que, même si, puis c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est qu'habituellement, il y a des très gros blindsides, donc on pense que les gens arrivent là, ils sont safe, hey, ça va bien aller, mais finalement, c'est eux autres qui partent cette semaine-là.
Et on va arrêter ici pour la première partie. Soyez à l'écoute la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode sur la télé-réalité. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.